Que franchement, il y a des moments en fait où on ne vous comprend pas. En fait, ce que vous avez imaginé, ça ne fonctionne pas. Et à la fin, on se retrouve dans les chantiers. Non, mais c'est bien pas normal, c'était pas prévu. Et ça se lance des stylos, ça se lance des chaises, ça se lance des insultes. Ça appelle les gens de guignols, ça appelle des gens d'immatures. Je pense pas que nos intérêts sont contre. Ah bah si, qu'on se le dise. Non, on aime avoir du conflit parce que c'est ce qui nous drive. La beauté d'un architecte, c'est l'innovation. La façon d'inventer des choses. C'est un peu ce qui nous manque, nous, ingénieurs. À partir du moment où on fait cet exercice de travailler ensemble, de se dire, ok, je vais avoir une certaine conception architecturale de mon bâtiment, mais attention, j'ai mes normes. Mais à partir de ce moment-là où, en fait, pour moi, un architecte a un peu toutes ses billes, il arrivera à sortir quelque chose d'exceptionnel. An architect's dream is an engineer's nightmare. Une phrase que tout le monde a vu passer sur tous les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un mème qui circule sur la relation entre architecte et ingénieur, comme quoi on se détesterait profondément et on n'aurait pas du tout les mêmes objectifs. Mais est-ce que c'est vrai pour autant ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à un très bon ami à moi, John Francis Réré, qui est ingénieur généraliste avec une spécialisation dans les énergies renouvelables. Et donc, dans ce nouvel épisode de Parlons d'architecture, on va répondre au débat une bonne fois pour toutes. Architecte versus ingénieur, pourquoi tant de haine ? Pourquoi les architectes cassent les couilles ? Moi, c'est la question que j'aimerais poser aux architectes, parce que franchement, il y a des moments, en fait, où on ne vous comprend pas, mais c'est là tout le sujet de l'émission. Je pense parler sur la compréhension entre architecte et ingénieur, moi ça me semble super intéressant. J'ai commencé récemment à travailler souvent avec des ingénieurs, et je peux te dire que jusque-là, pour moi, c'est un plaisir. Parfois, le plaisir, il n'est pas réciproque. Hein. Moi, je te le dis. Ah ouais. Je le dis haut et fort. Il y a des moments, c'est pas du tout réciproque. Donc, voilà. Après, voilà, je suppose que c'est une perception des choses, etc. Peut-être une organisation, les circonstances. Je sais pas. C'est aussi une question, je pense, d'interprétation et de... Voilà, c'est l'architecte... Enfin, je peux comprendre que l'architecte a imaginé des choses. Ouais. C'est dur quand même de... Voilà, je sais que certains projets mettre du temps à se mettre en place. Je pense au premier projet auquel j'ai travaillé, où ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, il y a eu beaucoup de concours, etc. Donc je peux comprendre que les architectes y tiennent à cœur, et que c'est sûr que c'est assez dérangeant de voir un jeune sorti d'école débarquer et vous dire, en fait, ce que vous avez imaginé, ça ne fonctionne pas, et de ne pas avoir d'argument derrière. Et du coup, je peux comprendre que ça frustre un peu les architectes, mais... voilà, après, je suis quand même tombé sur des gens qui, de temps en temps, et je mets des gros guillemets sur le temps en temps, ont su être compréhensifs, mais c'était beaucoup de discussions, beaucoup d'explications techniques et d'explications sur le pourquoi du comment. J'ai l'impression que la question de la communication, c'est vraiment ce qui nous pose le plus de problèmes, que ce soit dans le BTP en général, même pas entre architecte et ingénieur, parce que ce que j'ai remarqué dans la plupart des réunions de chantier, ce que j'ai remarqué que ce soit potentiellement avec d'anciens supérieurs à moi et d'autres agences d'ingénieurs, c'est qu'on ne sait pas discuter autour d'un projet. J'ai l'impression que chacun, c'est un peu un discours où personne s'écoute. Tout le monde veut absolument que sa décision, son point, son opinion, elle passe et qu'elle soit respectée, sans vraiment considérer le point de vue de la personne à l'extérieur. Par exemple, sur un des projets sur lequel je travaillais, on a un détail de caillebotis qui demande une certaine épaisseur à considérer. C'est sur un plancher en caillebotis qui demande une certaine épaisseur à considérer, une trentaine de centimètres à peu près. Sauf que dans l'agence d'archi sur laquelle je travaillais, on sur la phase esquisse, qui est, pour ceux qui ne savent pas, qui est une phase où on commence à définir le projet, mais techniquement il n'est pas encore au point. Notre plancher, on l'avait fait à une vingtaine de centimètres. Et pendant 3 réunions successives, entre les ingénieurs et les architectes, c'était « Ah non, mais moi je veux 20, mais non, mais il faut 35 parce qu'en fait, on ne peut pas construire plus fin que ça. » Et ça n'avançait pas parce que personne n'arrivait à vraiment expliquer son point de vue et surtout, personne n'avait la patience d'écouter l'autre. Est-ce que c'est vraiment personne ou c'était juste, genre, t'étais entouré de têtes de mules qui ne voulaient pas s'écouter ? C'est ce que j'ai dit, mais du coup, en moins gentil. Voilà, c'est parce qu'il y a des moments quand même où ça prend des proportions, où je sais que ça se véhémente. Enfin, je pense que c'est assez classique des chantiers en France, ouais. D'avoir des joutes verbales de manière assez agressive, faut quand même le dire. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, comme j'ai dit au début, j'ai changé d'entité, j'ai changé de lieu de travail en fait. Maintenant, mes projets sont plus à l'international. Je travaille principalement avec l'Angleterre et les Pays-Bas.
Et la culture est différente. On est moins dans le conflit et plus dans l'écoute de chacun. Et du coup, ce qui est complexe, c'est peut-être aussi notre caractère un peu latin dans tout ça. Moi, je sais que, voilà, en tant que français et puis en tant que latin, enfin, ça se voit pas que je suis français, mais voilà, je suis né en France, j'ai une cité française, donc inquiétez pas. Et je sais que j'ai acquis cette passion de discuter de manière véhémente, etc. On en discutait juste avant sur des discussions du sport automobile où voilà, il est même pas 8h, ça peut vite partir, ça peut escalader. Faut pas nous lancer. Hein. Faut pas nous lancer non plus, tu vois. Mais c'est peut-être ce côté latin. Et moi, en fait, ce que j'ai du mal avec certains architectes aussi, c'est que on aura beau leur expliquer par A plus B, aussi par rapport aux normes, que c'est pas possible, ils vont quand même continuer à insister. Et aussi ce truc de « je ne crois pas ce que vous me dites, je vais devoir poser la question à quelqu'un d'autre ». Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'expliquais quelque chose, j'expliquais que normativement et d'un point de vue technique, c'était pas faisable et que c'était pas possible. Et j'ai quand même eu l'architecte qui a dû me dire, qui m'a répondu « voilà, monsieur Harret, ok, j'entends, mais vaudrait mieux plutôt poser la question aux personnes concernées ». Donc c'était principalement le coordinateur, le bureau de contrôle, etc. Et je pense que c'est aussi un problème qu'on a en France, c'est cette relation de confiance entre nous. C'est on se dit en face, en fait, on construit un projet ensemble, sauf qu'en face, en fait, tu as des entreprises du BTP qui doivent faire de l'argent. Et parfois, quand c'est compliqué d'un point de vue financier, parfois on commence à devenir un peu plus méchant, on va dire. Et inversement, de votre côté, vous nous demandez beaucoup de choses, on vous dit 7 ans, vous dites mais c'est trop cher, et là ça part en cacahuète, oui mais non, enfin bref. Et en vrai, je trouve ce que tu viens de dire super intéressant, parce que l'agence dans laquelle je travaille, on est plutôt en profil international, et c'est vrai que dès qu'on travaille hors de France, je trouve que la question du compromis entre architecte et ingénieur, elle est beaucoup plus présente. C'est-à-dire que en France, j'ai l'impression que j'ai plus l'impression que c'est plus l'ancienne génération d'architectes qui est beaucoup plus bornée. J'ai pas l'impression que les nouveaux cabinets, de par le fait qu'ils travaillent sur des projets à échelle beaucoup plus réduite, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients des contraintes techniques. Et en même temps, quand tu es sur un projet de plus petite échelle, tu es obligé de les respecter, sinon ton projet ne fonctionne pas du tout. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je parlais des projets internationaux. Et cette notion de construire un projet ensemble, elle a l'air... c'est assez simple dit comme ça, mais c'est super dur à mettre en place parce qu'il y a une question d'ego autour d'un projet architectural parce que dans un concours, c'est l'architecte qui dessine en premier ce que va être le futur projet s'il fonctionne. Et donc il y a cette difficulté, je pense, de la part de mes confrères, de vraiment se détacher complètement d'un projet parce qu'un projet, c'est pas ton projet, c'est le projet de ton client. Et le projet de ton client, tu peux pas le construire tout seul parce que tu n'as pas les compétences pour le faire tout seul. Tu as besoin d'un ingénieur qui soit là pour t'aider à concrétiser ta vision. Après, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis même, il y a aussi cette question d'intérêt d'entreprise. On est là, moi, en tant qu'exécutant, je réponds à ton marché. Et c'est sûr qu'il faut que je fasse en sorte de faire tes travaux, mais il ne faut pas non plus que je perde de l'argent. Donc forcément, quand tu as des projets, parce que moi c'est plutôt un projet assez conséquent auquel j'ai participé, quand ton projet, ça fait quand même quelques années que tu as travaillé dessus, je comprends que au moment où on te dise ça ne fonctionne pas, ça fait un peu mal de se dire en fait je comprends pas, j'ai consulté un bureau d'études techniques qui doit apporter cette patte technique, et là je tombe sur des gens qui exécutent mes travaux, qui me disent en fait ce que vous avez imaginé ne fonctionne pas. Je dis ça fait mal quand même, parce que toi, comme tu as dit, tu es plus sur, excusez-moi de réduire un peu ça aux architectes, mais vous êtes plus sur la partie architecturale, donc c'est plus sur l'esthétique du projet que sur la partie technique. Je ne pense pas que vous soyez aussi technique que des boîtes d'électricité ou du gros œuvre. Vous avez des connaissances dedans, ça je ne dis pas le contraire, mais si par exemple je vous demande de dimensionner un tableau général basse tension, donc un TGBT... Ah non, ça je ne sais pas faire. Voilà. Alors que nous savons faire, entre guillemets, nous sommes sachants, comme vous aimez tellement le dire de temps en temps, nous sommes sachants. Je déteste ce terme. Oui, mais c'est ce que vous dites tout le temps, vous les architectes. Donc moi je vais être là, oui, je suis sachant, voilà ce que je vous dis. Maintenant, il faut me croire ou pas.
Et on va vous dire, voilà, l'espace que vous avez ajourné, parce que j'avais eu ce souci-là sur mon projet, c'est que ils avaient prévu un espace pour, vous l'avez imaginé, mais vous avez quand même posé la question à un bureau d'études, ce qui est le cas. Ce bureau d'études vous a répondu que oui, c'est faisable. Nous, on arrive, on dit, en fait, non, c'est pas possible. Ça fait un peu mal quand même. Ouais. Vous dites, j'ai passé par un bureau d'études, j'ai fait confiance à un bureau d'études technique, ils m'ont fait une offre financière. Je comprends pas comment l'exécutant peut me dire que c'est pas possible alors qu'on a fait des réunions pour voir si c'était faisable. Et à ton avis, comment on aurait pu éviter ce genre de situation? Et justement, c'est à ce moment-là où les bureaux d'études doivent, je pense, ne pas trop mentir aux architectes, mais aussi les architectes accepter le fait que ce qu'ils ont imaginé d'un point de vue esthétique, d'un point de vue technique, c'est pas possible, ou alors il faut amener d'autres contraintes. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, je parle du tableau basse tension, mais on a le cas, par exemple, dans une circulation de cet ERP en question, donc ERP, établissement recevant du public, et en fait, ils avaient imaginé des chemins de câbles d'un côté, mais de l'autre côté, j'avais des salles. Et en fait, ils n'avaient jamais imaginé comment on amenait ces câbles à gauche vers la droite. Donc nous, on a fait ça pour eux. On leur a dit, on peut faire ça. Et la première réaction, ça a été, mais c'est pas esthétique, c'est moche. Je suis là, mais en même temps, c'est ce qui est... et là où, entre guillemets, on les a eus ou piégés, entre guillemets, c'est... On se dit, ok, mais comment vous avez imaginé la chose? Et c'est là où l'architecte m'a répondu, en fait, on sait pas. Je dis, mais vous les imaginez comment? Des câbles volants qui pendouillent? Et à la fin, ils ont accepté notre solution. Et par contre, là où ils n'ont pas accepté, c'est faut payer. Parce qu'on n'a pas chiffré cette solution. Il m'a dit, oui, mais il fallait l'anticiper. Je dis, mais non. Je suis pas... Excusez-moi, mais je ne fais pas de la conception, je fais de la réalisation. Concevoir des choses, c'est votre boulot, dans ce sens. Et encore, je devrais dire plus, vous imaginez le design, vous imaginez le point de vue esthétique, parce que c'est important l'esthétisme dans le bâtiment, mais la partie technique, ça doit être quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper, puisque ce n'est pas forcément votre cœur de métier. Vous avez des connaissances techniques, mais si par exemple, pour toi, il y a une certaine harmonie dans une circulation, avoir deux chemins de câbles de part et d'autre, ok. Sauf que moi, tu me dis ça, je vais te dire, ok, moi je vois ça, comment je fais pour les mettre? Comment je dois les accrocher? Qu'est-ce que je dois mettre comme matériel? Est-ce que j'ai une couleur spécifique? Est-ce que le lieu en question me demande d'avoir un supplément? Est-ce qu'entre deux chemins de câble dans le parking et un chemin de câble dans une circulation, il y a des choses qui sont différentes. Des choses à voir qui sont complètement différentes. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, c'est là où je pense, et aujourd'hui on a eu beaucoup de mal, c'est qu'il y a beaucoup de projets où certains cabinets mettent beaucoup de pression aux bureaux d'études. Les bureaux d'études, comme ils ont besoin de projets, ils vont répondre rapidement, ils vont satisfaire les besoins du client. Et derrière, quand on va élaborer un cahier des charges avec les plans marchés, comme on les appelle, donc les plans imaginés en phase conception, nous, en tant qu'exécutants, on a du mal. Parce que si vous ferez chiffrer quelque chose, vous allez dire, mais c'est trop cher, pourquoi? On vous explique les choses, vous vous répétez que c'est trop cher, vous nous demandez de baisser, on baisse les prix, et à la fin, on se retrouve dans les chantiers. Non, mais c'est pas normal, c'était pas prévu, et ça se lance des stylos, ça se lance des chaises, ça se lance des insultes, ça appelle les gens de guignols, ça appelle des gens d'immatures. Ah non, il faut pas non plus éviter la foire à la saucisse. Et malheureusement, en France, et après je te laisserai répondre à ça, mais c'est que ce côté latin encore, ce côté confrontation. On l'a vu, on le voit très bien avec les Espagnols, on le voit très bien avec les Italiens, c'est pas le mieux. Moi, je vous invite à aller en Italie, quand deux Italiens discutent ensemble, Madonna, là. Et nous, on est à peu près pareil. C'est que nous sommes français, nous sommes latins, et en fait, on aime le conflit, dans un sens. Même si les gens disent on n'aime pas le conflit, on aime le conflit, dans un sens. Et c'est ce qui drive un peu nos réunions. Et je pense que c'est ce qui nous passionne un peu dans les réunions. Et aussi le conflit. S'énerver, oui. Quand on regarde des grands projets, par exemple des grands films de cinéma, il n'y a jamais eu je sais pas, tu regardes le tournage de Terminator 2, tous les acteurs s'engueulaient. Ils se détestaient sur le set. Et surtout que c'est un projet où les gens ne s'engueulent pas. C'est pas un vrai projet. Non, c'est un projet où personne n'est passionné. Voilà. C'est un projet où tu es là, on s'en fout. Mais on est obligé de s'engueuler parce qu'il y a forcément... En fait, nos intérêts sont contraires. Et les opposés, ça, je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que nos intérêts sont contraires. Si, moi je dois me faire de l'argent. Je pense juste... moi je dois me faire de l'argent. Moi aussi je dois me faire de l'argent. Ouais, comment tu te fais de l'argent? En nous faisant poncer de l'argent.
Tu vois, c'est normal. Tu vois, par exemple, moi, dans mon ancien projet, ils m'ont dit, mais monsieur Réré, ça, c'est prévu au marché. Donc, faites-le. Je dis, mais non, mais monsieur l'architecte, c'est pas prévu au marché. Et là, le ton monte. Non, mais monsieur Réré, vous comprenez pas, c'est marqué là. Mais monsieur l'architecte, non. Et c'est là où il y a aussi la beauté de la langue française. Et ça fait partie un peu des conflits qu'on a, c'est la sémantique des choses. On a ce qu'on appelle un CCTP, cahier des charges, clauses particulières. Cahier des clauses techniques particulières. Pardon. Et ça passionne. Parce que moi, j'ai eu une phrase un jour comme ça. Mais ça, tu sais que c'est tout un sujet. Fou. Moi, j'ai rencontré justement, c'était les invités dans mes précédents épisodes de podcast. Et du coup, c'est une agence d'architectes et ils sont que 2. Et ils font du projet, c'est du résidentiel, privé. Et le CCTP, ils ont pris à charge de le faire eux-mêmes, en fonction de leur expérience et en fonction des différents corps de métier. Parce qu'eux, ils ont pris le pari de dire, il y a des gens qui sont là, qui ont un savoir-faire, qui ont un métier, qui ont des compétences et qui sont sachants. On ne va pas venir et leur dire comment faire leur travail. On va écouter quelles sont leurs contraintes, on va écouter quelles sont leurs obligations et on va travailler autour. Et parce que je pense que ça, c'est quelque chose que les architectes, et je m'excuse, je te coupe, mais c'est quelque chose que les architectes, j'ai l'impression, ont oublié. Et encore une fois, prenez ce que je dis avec des pincettes parce que je n'ai que 2 ans et demi d'expérience. Moi aussi, je veux 2 ans, j'ai 3 ans, 3 ans d'expérience. C'est parfait. Voilà, c'est des juniors. Mais... Moi, je suis obsédé par la technique. Moi, je suis obsédé par le fait de comprendre comment un bâtiment fonctionne. Parce que je pense qu'un architecte, et je dis pas que je dois maîtriser ça, c'est pas mon métier, mais avoir un minimum de connaissances sur, je sais pas, une trame structurelle en béton, c'est quoi son dimensionnement? Mon poteau, il va faire quelle épaisseur? Mon plancher, il va faire quelle épaisseur? Juste avoir ces connaissances de base que donne l'expérience, mais aussi, je sais pas, lire un bouquin, je l'ai pas derrière moi, c'est dommage, mais je l'aurais... Ah non, si, je l'ai derrière moi. Mais genre, excellent bouquin que je conseille à tout le monde, qui est Comment ça tient de Mario Salvadori. Juste se renseigner sur quelle est la logique de la construction, c'est quelque chose qu'on a perdu parce qu'on n'a pas... durant toutes mes études, on a eu très peu de cours de structure. On en a eu, et qui étaient bons, mais au fur et à mesure que je montais en grade, moins j'avais de cours de structure. Avant, on avait des TD de structure bois, des TD de structure acier, des TD de construction d'ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, c'est les ponts pour ceux qui ne savent pas. Et à partir de la M1, plus rien. Et là, autre chose que je trouve vraiment terrible dans la formation des architectes, je n'ai eu aucun cours sur le suivi de chantier, sur qu'est-ce que c'est un chantier, qui sont les acteurs du chantier, avant ma HMONP que je fais cette année, habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui est facultative pour les architectes. Parce que, en soi, vous êtes maîtrise d'œuvre, vous allez faire confiance à un bureau d'études. C'est souvent comme ça que ça arrive. Et est-ce que tu penses qu'on devrait faire confiance à un bureau d'études? Dans la théorie, oui. Dans la pratique, c'est un peu compliqué. Parce que parfois, on ne va pas se cacher, il y a des architectes, je dis personne, il y a des architectes qui ont quand même des idées farfelues. Ah, ça c'est sûr. Des idées farfelues. Moi, j'ai des amis qui ont travaillé pour des grands projets impactant l'Île-de-France, des grands projets, etc. J'ai rencontré des gens qui ont plus de 40 ans d'expérience, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Moi, j'ai eu un premier projet où j'ai rencontré un architecte d'intérieur, un éclairagiste. Donc affronter les trois, c'est pas facile. Ah ouais. Déjà, affronter un architecte, c'est pas facile. Alors architecte d'intérieur plus éclairagiste, ça ajoute de la complexité dans la chose. Mais je pense que, malheureusement, certains ont encore de la technique. Mais disons que au fur et à mesure des années, on a perdu l'envie de bien faire. Et on est plus concentré à on doit pas merder. Ouais. Dans le sens où on sait que après aussi les architectes, on ne va pas se le cacher, vous avez aussi une contrainte derrière qui est le client final. Ouais. Moi, dans mon projet, justement, c'est ça qui était complexe. C'est qu'on avait un client final qui était complexe. Du coup, ça rendait le travail des architectes et du bureau d'études complexe et ça nous rendait un tâche encore plus difficile. Mais moi, ce que je reproche, du coup, à ce projet, ce qu'on devrait faire, c'est essayer de travailler ensemble. Oui. Et moins dans le conflit. Et malheureusement, dans notre pays, on aime plus le conflit qu'autre chose. Ce qui fait que, et je reviens à cette idée, c'est qu'en fait, on a chacun nos intérêts, c'est qu'on ne doit pas perdre d'argent. Un projet, oui, je suis d'accord, la vertu de la chose, c'est que la beauté de la chose, c'est de réaliser ce projet ensemble, d'apprendre, de découvrir toute cette partie technique. Et je pense que je suis d'accord avec toi dans le fait qu'un architecte doit avoir une certaine technique. Après,
une base. On peut pas demander à l'architecte d'avoir une technique incroyable comme peut être des exécutants. Mais comme tu l'as dit, connaître les bases. Et malheureusement, tu en as certains, je pense, qui, en voulant faire semblant d'avoir les bases, en voulant faire semblant d'être technique, pensent impressionner la personne en face, mais en fait, la personne en face, l'exécutant, en fait, c'est son métier. Ouais. Et du coup, en fait, à la fin, on lui répond, en fait, non, c'est pas possible. Ou alors, ce que vous avez imaginé n'est pas faisable. Ouais. Ou vous n'avez pas mal compris ce qu'on vous a dit. Et malheureusement, c'est là où le conflit vient, parce que certains architectes se croient techniques face à des gens qui le sont. Et du coup, ça crée le conflit. Parce que du coup, il y a des moments où le discours est différent, et c'est là où le clash commence. Ouais. Parce qu'il y a une question aussi d'ego, comme tu parlais. Il y a une question d'ego, il y a le fait qu'on ne peut pas poser la question, on dit, ok, quelles sont les contraintes principales? Parce qu'en fait, si on comprend c'est quoi... franchement, des fois, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup pour résoudre un problème. Tu me dis, ok, le dimensionnement minimal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas, genre mon faux plafond, est-ce que je dois rajouter 10 cm? C'est quoi? C'est des questions pratiques en plus la plupart du temps. C'est jamais des questions de fond. Et parfois, et on va revenir à cette question que tu as pu poser sur ta page, et ce qui nous a amené à cette émission, c'est que les normes sont là pour ça. Ouais. Et malheureusement, il y a des architectes qui ne veulent pas les respecter, ou qui ne les connaissent pas. Moi, j'ai le cas, par exemple, moi j'ai travaillé sur la sécurité incendie dans le bâtiment, et en fait, il y a une norme qui est appliquée sur ce qu'on appelle les déclencheurs manuels rouges. Donc, vous savez, c'est les boîtiers rouges que vous voyez, c'est à appuyer qu'en cas d'incendie, ou en cas de malaise, ou quoi que ce soit, enfin en cas d'incendie principalement. En fait, normativement, on nous indique dans les normes que ça a placé à 1,30 m du sol. Et c'est là où l'interprétation est différente. L'architecte me répond, mais va placer le 1,30 m partie basse, c'est-à-dire le bas du boîtier. Je réponds, non. 1,30 m partie haute. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question de personne PMR, personne à mobilité réduite. Par exemple, une personne en fauteuil roulante. Si tu la mets trop haut, la personne ne peut pas l'atteindre. Vous mieux la mettre plus basse, vous êtes sûr de l'atteindre. Et c'est là où le conflit vient, parce que l'architecte me répondait, oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas des soucis avec les personnes qui sont accueillies dans cet établissement, etc. Je dis, mais c'est comme ça, c'est les normes qui le demandent. Et là où aussi il y a autre chose, c'est à un moment, l'architecte me répond, oui, votre déclencheur manuel rouge, monsieur Harry, il est trop rouge. Il faudrait changer la couleur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre du rouge bordeaux? Alors, je fronçais les sourcils, mais je connais des architectes qui sont comme ça, qui se concentrent sur des détails qui n'ont aucune espèce d'importance. Enfin, à mes yeux, peut-être que je me trompe, vous me le direz en commentaire, mais pour moi, ce genre de détail n'a pas son importance. En fait, je pense que si ça s'intègre dans un endroit assez spécifique. Bon, là, c'était sur mur blanc. Je pense qu'il n'y avait pas trop de soucis. Enfin, c'était aussi rouge que mon t-shirt, voilà. Mais, voilà. Mais c'est des demandes farfelues, mais qui sont possibles. Moi, j'ai répondu à l'architecte, c'est possible, mais il faut une dérogation de la préfecture de police. Parce que je sais que, par exemple, j'ai un collègue qui a travaillé dans un endroit sensible, où justement, ils ont été autorisés à peindre ce qu'on appelle des détecteurs incendie, donc les choses que vous mettez au plafond, des détecteurs incendie, généralement des détecteurs de fumée. Ils ont été autorisés à le peindre à la couleur du plafond, mais parce que c'est un site extrêmement sensible. Et la dérogation a été donnée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Non, pas la préfecture des Hauts-de-Seine, la préfecture de police. Et du coup, voilà. Mais sinon, de manière générale, il y a des normes. Et malheureusement, je pense que les architectes, en plus de la technique, vous devrez aussi connaître des normes. C'est important parce que ça vous permet aussi de, pas passer pour des débiles devant le bureau de contrôle et aussi devant les exécutants. Et surtout, ça vous permettra aussi de réadapter votre design et votre architecture à la norme. En fait, ça dépend vraiment des architectes parce que la base, en tout cas moi, dans toutes les agences où je suis allé, la base, c'était de connaître les normes. On a, tu sais, le bouquin des normes incendie, des normes PMR, et qui est super bien fait. Tu as des petits schémas qui t'expliquent tout et son contraire. Normalement, tu ne devrais pas faire d'erreur. Et je me rends compte, parce que j'ai travaillé dans une agence qui travaillait principalement sur du logement social. Et Dieu sait que le logement social, c'est extrêmement encadré, extrêmement précis. Il n'y a vraiment aucune marge d'erreur possible. Versus une agence qui travaille sur des projets, disons, un peu plus libres. Médiathèque, musée, projets publics. Ouais, des ERP de manière générale. Des ERP de manière générale. Je peux te dire que là, les normes, elles étaient... disons que c'est ça qui m'a choqué le plus, parce que, un peu naïvement, quand j'étais étudiant, je pensais que les projets les plus compliqués, c'était les ERP. Alors que
au fait, dans la vraie vie, ça reste complexe, ça reste des projets d'envergure, mais c'est des projets beaucoup plus souples qu'un logement social qui doit être conçu de manière millimétrée, parce qu'il y a un but de rentabilité et un but de respect des normes qui est très strict. Mais moi, je te dirais le contraire, du coup. Parce que vu que les logements sociaux, si je comprends bien, les logements sociaux ont des règles très strictes qu'on doit respecter. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus la place à l'imagination. Un post que j'avais partagé sur ma story sur Instagram il y a longtemps, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, abonnez-vous, je poste, c'est là où je suis le plus actif, entre guillemets. Et du coup, c'était une image en noir et blanc pour bien montrer qu'avant c'était mieux, qui disait, alors c'est de la table ronde d'architecture, et le post disait « L'architecture aujourd'hui est dictée par les ingénieurs, les sociologues et les pompiers ». Une phrase de Léon Crière. Et qu'est-ce que tu en penses ? Je pense pas que ce soit une dictature, c'est plutôt comment dire, c'est vrai nous ingénieurs et pompiers, etc., on a établi des règles et des normes, mais elles sont là justement pour le bien-être de tout le monde. Mais rien ne nous empêche d'allier architecture et normes. En fait, les deux se complètent, mais c'est juste une question de perception de chacun. La preuve en est, le Louvre, qui a eu énormément de rénovations, etc., on a su quand même garder une certaine structure, on a su quand même garder une certaine architecture, tout en respectant les normes. Donc finalement, ceux qui aiment bien le Louvre, on ne l'a pas déshumanisé, on ne l'a pas décortiqué, on a gardé la structure extérieure, mais aussi la structure intérieure. Mais les gens ont su s'inventer de telle sorte à ce qu'on garde le charme d'avant, tout en adaptant au charme d'aujourd'hui. Et la preuve en est, le château de Versailles, c'est le cas. Il y a beaucoup de châteaux. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est l'exemple le plus parfait. Notre-Dame de Paris, on a gardé l'intérieur, mais on l'a réadapté de telle sorte à ce qu'on n'ait plus cet incident malheureux qu'il y a eu il y a quelques années déjà, et d'adapter les choses. En fait, c'est une question d'adaptation, et c'est là où on revient sur ce qu'on disait auparavant, c'est que y en a certains qui sont têtus, qui ne veulent pas écouter. Il y en a, j'espère comme toi, ou d'autres, qui vont essayer, en fait, d'adapter les choses. Et en fait, à partir du moment où on fait cet exercice de travailler ensemble, de se dire, OK, je vais avoir une certaine conception architecturale de mon bâtiment, mais attention, j'ai mes normes. Mais à partir de ce moment-là, où en fait, pour moi, un architecte a un peu toutes ses billes, il arrivera à sortir quelque chose d'exceptionnel. Mais ça sortira qu'à travers un travail assez conséquent. Et c'est là où aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, certains ne veulent plus travailler autant, que des choses faciles, que les choses se fassent. Et c'est là où c'est complexe, et je pense que ce soit d'un point de vue conception, mais aussi réalisation, c'est parfois assez compliqué. Et puis surtout, il y a la question des budgets aussi, qui sont de plus en plus serrés. On est passé, en tout cas en France, par une sale période où le prix des matériaux a explosé. J'ai travaillé sur plein de projets où on a essayé de faire le projet le plus économique possible, tout en répondant aux attentes du client, pour au final se rendre compte qu'on était 1 000 € trop cher sur le budget au mètre carré. Ce qui n'était ni la faute des ingénieurs, ni la faute des architectes, simplement le marché qui a changé de manière extrêmement rapide. Et ce genre de post-là que je viens de partager, je le trouve assez, je vais dire les termes, assez chiant, parce que c'est une vision qui est beaucoup trop simpliste. Je comprends pas pourquoi on a envie de se complaire dans le rôle de la victime, agneux les ingénieurs, agneux les archis, agneux les pompiers, agneux les machins, parce qu'on nous apprend dans toutes nos études que c'est grâce à la contrainte qu'on apprend à faire quelque chose qui valent la peine d'être construit. Alors moi, je te poserais la question autrement, excuse-moi de te couper. Est-ce que c'est pas plutôt, en fait, une façon de dire qu'on n'est plus libre ? Que l'architecte n'est plus libre de sa conception et de ses choix. Mais est-ce que c'est l'architecte qui finance le projet ? Mettons la partie de finance de côté. Ok. Concentrons-nous un peu sur l'architecte. L'architecte, lui, son but, c'est de concevoir. On est d'accord ? Oui. Concevoir des choses. Mais en fait, ce qui fait la beauté d'un architecte, c'est l'innovation, la façon d'inventer des choses. C'est
C'est un peu ce qui nous manque, nous, ingénieurs, parce qu'auparavant, quand on pense ingénieur, les premiers noms qui peuvent sortir, c'est Newton et Léonard de Vinci. Oui. Et Léonard de Vinci, pour moi, c'était un ingénieur architecte, parce qu'il avait une conception des choses qui était incroyable, et en fait, c'était innovant. Ouais. Et est-ce que c'est pas là où on se dit que les architectes, peut-être qu'aujourd'hui, commencent à constater qu'ils sont plus aussi libres qu'auparavant, et du coup, on arrive à ce constat de, oui, les ingénieurs, les pompiers, les normes sont des dictateurs et qui ne nous permettent pas de libérer la parole. Est-ce que c'est pas le sentiment que certains architectes ont ? En fait, ce que je dirais, c'est que les architectes sont moins respectés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant, en tout cas dans la société française. Parce que j'ai travaillé au Maroc, et je peux te dire que en tant qu'architecte au Maroc, ta parole a beaucoup plus de poids que, en tout cas, ce que j'ai l'impression en France. Parce qu'en France, très peu de personnes comprennent la valeur ajoutée d'un architecte. C'est une valeur ajoutée qui est, pour être honnête, très difficile à communiquer. C'est un peu pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne et que j'ai ce podcast. C'est parce que j'ai envie que déjà des étudiants ou des architectes puissent s'inspirer d'autres, mais surtout que des gens qui n'y connaissent rien puissent découvrir ce que c'est le monde de la construction. Et pour moi, il y a un gros problème de communication aujourd'hui, dans le sens où l'architecte est plus une commodité, une obligation. Pas dans le sens où on est moins libre, parce que moi je pense que dans toutes les situations de la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix de savoir comment on va réagir aux choses, comment on va fonctionner, comment on va... Je sais pas, on prend les logements sociaux. On a beaucoup d'exemples de logements sociaux qui sont médiocres, qui sont moyens. Mais quand on prend des architectes comme... l'exemple qui me vient en tête, c'est Sophie Delay, qui fait des bâtiments qui sont, somme toute, assez sobres, mais extrêmement beaux. Il me semble BFV aussi, architecte, ont des très beaux bâtiments. Mars Architecture aussi. Et qui font des bâtiments qui sont censés être le logement social, où on est censé avoir le plus de normes, normes incendie, normes PMR, où même les façades sont normées, parce qu'on doit avoir une certaine distance entre chaque fenêtre, par exemple, sur un angle, pour prendre en compte les échelles des pompiers. Faut qu'on ait les circulations, c'est très important. Tout ce qui est porte coupe-feu, les escaliers, est-ce qu'ils sont en extérieur, est-ce qu'ils sont ventilés, est-ce qu'ils sont pas ventilés. Enfin, ils ont quand même réussi à faire des projets qui esthétiquement sont beaux. Et c'est pas un architecte qui le dit, c'est même les gens qui habitent dedans qui trouvent que leur projet est beau. Donc est-ce que l'architecte est moins libre aujourd'hui ? Peut-être, il a plus de contraintes, mais ça devrait pas être une excuse. Parce que si on met le budget mis à part, notre boulot, c'est d'être créatif sous la contrainte. C'est de jouer avec les contraintes. Parce que la contrainte originelle de l'architecte, c'est la gravité et le fait de pouvoir construire les choses. Et de vouloir s'abriter. Si tu n'es pas capable de jouer autour des contraintes, pourquoi tu fais ce métier ? Et peut-être que je vais manger mes paroles, et peut-être que ce que je dis c'est n'importe quoi, mais je pense sincèrement ça. Si on n'est pas capable de jouer sur les contraintes... C'est très intéressant parce que ça montre aussi que finalement, la culture du travail, elle a changé. Ouais. Là, on entre dans une autre dimension qui est autre chose, qui est de manière générale le travail. Parce que je rappelle que le travail a des origines latines, labor, laboris. Je vais pas ressortir les cours de latin de certains, mais voilà, ça veut dire la douleur. Donc, travail égale douleur. Et est-ce que certains, justement, se disent que... moi, c'est une question que je pose, hein, c'est que... Est-ce que, finalement, les architectes... Parce que tu disais à un moment, oui, les architectes, on est devenus des commodités. On est moins respectés, etc. C'est ce que tu disais, par exemple, les architectes dans la société française, parce qu'au Maroc, on était un peu plus écoutés, etc. Moi, je te poserais la question suivante, c'est est-ce que c'est pas une question de culture aussi ? Parce que c'est ce qu'on disait, c'est que l'architecte au Maroc, techniquement, il est quand même un peu plus poussé dans les choses. Là où en France, comme je disais, c'est que parfois ils sont pas écoutés parce que il y a des moments, certains se croient techniques alors qu'ils le sont pas. Est-ce que, du coup, moi je te retourne à la question, si vous étiez un peu moins dans vouloir montrer des choses, mais plus être à l'écoute, est-ce qu'on vous écouterait un peu plus ? Parce que pour moi, c'est aussi ça, c'est que nous, exécutants, quand un architecte nous parle, on a parfois des demandes fantaisistes qui sont quand même assez
conséquente. Hein. Dans mon ancien projet, comme je te disais, à un moment, je devais mettre un faux plafond en latte de bois. Dans 2 salles différentes. Sauf que dans une salle, il y avait un plafond qui cachait le haut. Dans l'autre salle de l'autre côté, il n'y avait pas de plafond. Il n'y avait pas de cache. Donc on pouvait voir à travers les lattes. Ok. Et la chose, c'est qu'à un moment, l'architecte nous dit « Oui, mais monsieur Réré, vos gaines, on les voit à travers ?» Je dis « Mais oui, madame. Mais comment voulez-vous que j'alimente vos luminaires si je n'ai pas ces gaines ?» Et c'est là où on me disait « Ouais, mais il faut trouver une solution, je ne sais pas. » Je dis « Mais madame, c'est compliqué là. » Alors la solution qu'on a proposée, c'était de cacher ça sous le flocage. Donc le flocage, c'est une sorte de texture qui permet à un plafond à des endroits d'être coupe-feu. Si je ne me trompe pas, c'est maintien au feu. Après, on a du flocage 2 heures, une demi-heure. Je ne suis pas très doué techniquement sur ça, parce que je ne peux pas poursuivre dessus. Mais encore une fois, il disait, mais c'est moche, parce qu'on voyait des tas. Je dis, mais en fait, c'est comme ça. On doit faire avec. On est obligé. Parce que sinon, ça va être possible. Et c'est à ce moment-là où je me dis, est-ce qu'on vous écouterait un peu plus si vous aviez un peu moins d'idées fantaisistes? Ou alors, si vous nous posiez des questions, nous challenger un peu. Ça, c'est important. Et c'est là où on revient à ce que tu disais, le manque de communication. Oui. Mon agence d'architecture idéale, ça serait une agence où architectes et ingénieurs sont dans la même structure. Ou en tout cas, travaillent très très tôt ensemble. Ça s'appelle un BET, ça. Ça s'appelle un BET. Mais... Ça s'appelle un BET avec un service architectural. Non, je rigole. Mis à part ça, c'est drôle, mais oui, ça, ce serait le monde idéal. Parce que j'ai travaillé sur des projets, on a fait comme ça, où, de par la nature même du projet qui demandait un côté technique extrêmement poussé, le projet de la Biennale de Venise, on conçoit un pavillon éphémère en échafaudage, et sachant que les échafaudages, c'est un fabricant qui les fait, c'est extrêmement normé, tu peux pas vraiment jouer avec, à part avec la trame. Bah là, le réflexe a été de concevoir, main dans la main, avec les ingénieurs. Et je peux te dire que ça nous a évité un nombre de problèmes pas possibles. Et du coup, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, je pense pas qu'il faut arrêter les idées fantaisistes, parce que c'est ce qui peut faire avancer un petit peu l'architecture, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut ignorer la réalité et la simplicité. Parce que la simplicité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, sans mauvais jeu de mots, à réaliser. Et poser des questions, ben, franchement, c'est peut-être... et si vous devez retenir une seule chose du podcast, moi je pense que c'est ça, c'est poser des questions, c'est la manière la plus efficace d'avancer sur un projet. Accepter de mettre son ego de côté et aller demander à l'ingénieur, écoute, là j'ai, je sais pas, genre, voilà ce que j'ai envie de faire dans cette pièce-là, est-ce que c'est possible? Pour moi, ça devrait être la base. Parce que si après, parce qu'après, de quoi on a l'air si on commence à s'embêter sur des lattes de bois transparentes, enfin pas transparentes, mais des lattes de bois qui permettent d'entrevoir le circuit électrique. Moi, je suis assez abasourdi par ça. Hein, c'est une question de conception. Après, je peux comprendre. Moi, c'est un peu ce que j'ai retenu du coup avant de changer d'entreprise. C'est que, en fait, il faut savoir écouter chacun d'entre nous et essayer de comprendre les inconvénients de chacun. Et les attendus surtout. Oui, bien sûr. Et puis, qu'on soit alignés sur nos objectifs. Mais la chose aussi que j'aimerais retenir et que les gens retiennent, c'est que il y a des moments, les architectes nous demandent des choses. La seule manière de bien répondre, en fait, c'est de leur expliquer par A plus B. De leur montrer, voilà, moi j'aurais tendance à dire c'est faisable, mais ça implique des changements à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et vous vous dites bien que ça va me coûter de l'argent tout ça. Ouais. Parce que c'était un budget que j'avais pas prévu. Et c'est aussi, et je pense qu'on peut ouvrir sur ça, c'est que malheureusement aujourd'hui, travailler ensemble, c'est complexe dans le sens où il y a toujours cette dimension financière. C'est bien de discuter, etc. Mais ce temps-là à passer à discuter nous coûte un peu. Ouais. Et forcément, dans les intérêts de chaque boîte, le but c'est de se faire du profit. Et c'est de l'argent. C'est pas du capitalisme, c'est pas de... Non, mais il faut bien payer. Mais il faut payer ses employés. Voilà. Et je suis désolé, si on n'a pas d'argent pour vivre, on ne peut pas construire. Voilà. C'est juste ça. C'est ça. Et surtout que nous, voilà, moi c'est ce que on s'est toujours dit avec mes collègues, c'est que tout est possible. C'est juste une question d'argent. C'est une question d'argent. Parfois, bien sûr, il y a des choses qui sont impossibles techniquement,
ou même, voilà, on vous dit que c'est pas possible, mais c'est en fait, ça nous fait chier. Ouais. Parce que ça demande un travail considérable et on sait que vous n'allez jamais le payer. Mais voilà, je sais que sur d'autres projets de d'autres collègues, ils ont dit oui à tout parce qu'ils savaient que le client payait derrière. Ouais. C'est surtout ça, en fait. C'est Oui. aussi ça. Parce que c'est pour ça qu'on voit des projets au budget illimité, entre guillemets, qui sont incroyables. Alors, illimité peut-être pas, mais disons qui ont que... un budget assez conséquent qui permet l'audace technique. Voilà, c'est qu'ils ont un budget assez conséquent et que, voilà, il y a aussi une relation de confiance entre les architectes et les exécutants. Là où je pense que dans beaucoup de projets, ce n'est pas le cas. Justement, j'ai envie de te rediriger parce que tu as dit que tu travailles maintenant à l'international et il me semble que tu as été récemment au Royaume-Uni. Oui, j'ai été récemment au Royaume-Uni. Et bah justement, je trouve que ça serait super intéressant de finir là-dessus. C'est entre le monde, on va dire français et anglo-saxon, est-ce que tu as repéré des différences assez fondamentales entre la relation ingénieur-architecte? Alors, malheureusement pour toi, c'est que dans mon nouvelle entité, je n'ai pas d'architecte. Ah ah. J'ai principalement des bureaux d'études. Okay. J'ai un client final qui, en fait, littéralement nous dit faites les boulots. Voilà, on vous demande ça comme caractéristique, faites le boulot. Okay. Donc, on est assez libre, on va dire. Donc, on a répondu à l'appel d'offres, etc. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont une approche beaucoup plus différente. C'est-à-dire qu'on va être plus dans la construction ensemble. On va être à l'écoute, on va dire, voilà, Monsieur Ray, Mr. Ray, what do you think, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on aimerait avoir ça, qu'est-ce que ça implique derrière? Et je pense que c'est juste une question, et on peut finir sur ça, c'est une question de mentalité à chacun. C'est que, comme on l'a dit, on a un pays latin, je me répète, je suis vraiment désolé, mais on a un pays latin, et en fait, on aime le conflit. Qu'on se le dise ou non, on aime avoir du conflit parce que c'est ce qui nous drive. Souvent, c'est une question de culture, etc. Et les projets, en fait, se construisent comme ça, c'est que l'inconvénient, c'est l'ego, la culture, etc. On aime le conflit, et malheureusement, ça se caractérise à travers nos projets, ce qui est dommageable. Mais voilà, il faut apprendre à vivre, il faut apprendre à travailler ensemble, à s'écouter, mais ça demande aussi à ce que... Il ne faut pas que ce soit, comme tu disais, il faut que toi, tu es intéressé par la technique, tu aimes la technique. Mais il faut aussi que dans tes projets, et moi c'est plutôt un conseil, c'est que ça vienne des deux. Ouais. Si l'un ne comprend pas, veut pas essayer de comprendre les problématiques de l'autre, ça va être complexe. Et c'est là où nous, dans mon projet avec mes anciens collègues, on a pu s'en sortir, on commence à s'en sortir, parce que j'ai eu des dernières nouvelles, on commence à s'en sortir, c'est parce qu'on a compris qu'on a notre contrat de technique, il faut l'exposer, il faut venir avec une solution. Ouais. Et c'est là où l'architecte se dévoile, et c'est là où on sent un peu cette patte architecturale, en disant « Ok, j'ai votre contrainte technique, vous me demandez ça, moi ce que je vous propose c'est d'avoir ça, comme ça respecte vos contraintes techniques, mais en même temps ça apporte un certain esthétisme. Ouais. Et c'est là où pour moi, on apporte quelque chose, et c'est là où on revient à une phrase qui est très très belle, d'Albert Kahn, si je ne me trompe pas, sur la connaissance. Je te donne une connaissance, c'est pas 1 plus 1, ça fait 3. Ouais. Parce que tu en as une, moi j'en ai une, ça fait 2, et en fait de ces deux-là, on crée quelque chose d'autre. Ouais. Et c'est là qui est beau, et que la chose est belle. Alors j'ai pas la phrase exacte, et j'en suis désolé. Non mais je la retrouverai, je la mettrai dans la description. Mais c'est important, et je pense que c'est ça qui est important, et je pense que c'est ce qu'il faut apporter pour nos futurs projets. Alors moi, dans mon bonheur, je n'ai plus d'architecte, dans un sens. Mais dans mon malheur, je me dis que ça peut être intéressant de discuter avec certains. Vous pouvez nous retrouver avec d'autres amis sur des idées de podcast sur Art Lover Production. On vous le mettra sur la description de la vidéo. Parfait.